Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accomplit la prière de Eid al-Fitr à la mosquée Ahl Fas au Meshwar de Rabat. Le souverain a également reçu les vœux en ce jour de fête. La finale retour de la Ligue des champions africaine sera rejouée, c'est ce qu'a décidé la Confédération africaine de football réunie à Paris. Le match opposera hors de la Tunisie l'Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca. Le bilan de la dispersion d'un sit-in par les militaires au Soudan est revu à la hausse. Plus de 100 personnes ont été tuées. Le mouvement de contestation dénonce un massacre et rejette l'offre de dialogue lancée par le Conseil militaire de transition qui dirige le pays. La communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement, une tradition instaurée par les Nations Unies en 1974. Thème de cette année, la pollution de l'air, un fléau auquel sont exposées 9 personnes sur 10 à travers le monde. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à la mosquée Ahl Fas, au Meshwar de Rabat, que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a accompli la prière de Eid al-Fitr. Le souverain était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, et de son Altesse, le prince Moulay Ismail. Sa Majesté le roi a également reçu les vœux en ce jour de fête. Reportage Abdrahim Bouhdioui, le récit est de Hind Ben Abdenbi. C'est à la mosquée Ahl Fas au Meshwar à Rabat que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a accompli aujourd'hui la prière de Eid al-Fitr. Après la prière de l'Eid, l'imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que les croyants ont baigné tout au long du mois de Ramadan dans un climat de piété, de spiritualité, de bénédiction divine et de recueillement. Un moment unique pour s'unir autour des valeurs de solidarité, de générosité et de coopération. Ce mois sacré, a rappelé l'imam, est marqué par les causeries religieuses que préside Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, et qui se sont érigées au fil des années en source de rayonnement intellectuel et civilisationnel et en espace d'échange scientifique et culturel qui participe à la diffusion des nobles valeurs et préceptes de l'islam. Sa Majesté le roi a par la suite été salué par les chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accrédités au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au souverain. Sa Majesté le roi a ensuite regagné le palais royal où il a reçu les vœux de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Le souverain a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. À travers tout le pays, Eid al-Fitr, qui marque la fin du mois sacré de Ramadan, est un moment de joie et de convivialité pour les familles qui se retrouvent. Comme le veut la tradition, les visites familiales se succèdent tout au long de cette journée. Eid al-Fitr est ainsi l'occasion de resserrer les liens dans une ambiance chaleureuse et festive. C'est un reportage à Marrakech de Isa Sharqi et Mohamed Jahima. Moment privilégié de retrouvailles familiales, de convivialité et de tradition. Eid al-Fitr revêt pour les Marocains une signification particulière. C'est l'occasion d'opérer un retour aux sources et de visiter les proches et les amis. Nous rendons visite aux proches à l'occasion de ce jour de l'Eid et nous nous réunissons en famille. Nous passons Eid al-Fitr comme tous les Marocains. C'est une très belle occasion durant laquelle nous rendons visite à la famille. Hormis le côté festif, Eid al-Fitr est un jour important sur les plans religieux, social et familial. Une fête symbole de partage, d'échange, mais aussi de tolérance. Malgré les profondes mutations qu'a connues la société marocaine, Eid al-Fitr revêt toujours une place importante. Les gens continuent à voyager et à faire de longues distances pour célébrer cette fête en famille. C'est pour tous les musulmans un moment de joie et de bonheur qui se traduit par les nombreuses visites aux familles et aux proches. Durant cette fête, les personnes font preuve de tolérance et oublient les conflits et les rancœurs du passé.
Détente et sorties en famille sont également au programme de cette journée de fête. Pour les Marocains, Eid el-Fitr est l'occasion idéale de raviver les liens familiaux. La décision était attendue par toute l'Afrique du football. La finale retour de la Ligue des champions africaine sera rejouée. C'est ce qu'a décidé la Confédération africaine de football, réunie à Paris pour décider du sort de cette rencontre qui s'est tenue vendredi dernier à Tunis. Le match opposant l'Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca avait été interrompu dans la confusion la plus totale. Il sera donc rejoué hors de la Tunisie. Adil Lutété. L'Afrique devra attendre l'intronisation de son champion. L'Espérance sportive de Tunis n'est plus reconnue comme telle. C'est ce qui ressort, entre autres, de la réunion du comité d'urgence de la CAF. Un meeting entamé hier matin à Paris et qui s'est conclu en fin d'après-midi. L'instance qui gère le football africain invite le ST à restituer le trophée ainsi que les médailles glanées vendredi dernier dans des conditions troubles à Rades. Cela dit, le titre de champion d'Afrique sera remis en jeu. Ce sera dans un terrain et un pays neutre après la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 18 juillet en Égypte. Cette décision invalide donc le résultat de la finale retour, interrompu à l'heure de jeu suite à l'annulation du but du WAC et alors que l'Espérance menait par 1-0. Toutefois, l'issue du match aller reste la même, soit 1 but partout entre les deux camps. Qu'en est-il des aspects disciplinaires relatifs à la finale de Rades? Ces derniers ne passeront pas inaperçus, ils seront traités par les commissions compétentes en temps venu. Enfin, si les deux camps ne sont pas d'accord, ils peuvent recourir au tribunal arbitral du sport. Et suite à ce verdict, le vice-président de la Fédération royale marocaine de football, Hamza Hajwi, a exprimé sa satisfaction. Pour lui, la décision de la CAF a rendu justice au football national à travers l'équipe du WAC. Et je vous propose d'écouter au sujet de la décision de la Confédération africaine de football, Hadi Allam, porte-parole de la CAF. Réuni ce jour à Paris le 5 juin 2019 et à l'unanimité de ses membres, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé, premièrement, les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies lors du match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF, empêchant le match d'arriver à son terme. Deuxièmement, en conséquence, le match retour devra être rejoué sur un terrain en dehors du territoire tunisien. Troisièmement, toutes les dispositions réglementaires de la CAF relatives à cette compétition sont maintenues pour le match. Quatrièmement, en conséquence, l'Espérance sportive de Tunis devra restituer au secrétariat général de la CAF le trophée et les médailles décernées le 31 mai 2019, des notifications officielles de la présente décision. Cinquième et dernier point, tous les autres aspects de discipline, d'organisation et d'arbitrage seront soumis aux commissions compétentes pour traitement et décision. Et tandis que la CAF était réunie à Paris pour décider du sort de la Ligue des champions africaine, le Wydad de Casablanca a remporté son 20e titre de champion du Maroc. Une consécration historique pour le club casablancais. Hier soir, au complexe Mohamed V à Casablanca, les Wydadis se sont imposés sur le score de 4-1 face à l'Olympique de Khouribga, assurant ainsi les 3 points nécessaires pour remporter le championnat. Les moments forts de cette rencontre avec Jamal Oualem. Zouir Moutaraji peut aller saluer son coach Fawzi Benzarti. En cette soirée de fête de fin de Ramadan et de réouverture du complexe Mohamed V de Casablanca, le WAC a validé le 20e titre de son histoire. Tout un peuple rouge et blanc a pu exulter après la rencontre face à l'Olympique Khouribga. Dès la 16e minute de jeu, le Wydad Casablanca écarte tout suspense. Zouir Moutaraji, peut-être hors jeu, ouvre le score et lance les hostilités. La victoire permet à coup sûr au WAC de devenir champion. À la demi-heure de jeu, Badi Ork est le plus rapide et il inscrit le deuxième but d'une frappe sèche, imparable. J'ai réussi à remporter mon premier championnat. Cette botola est méritée, remportée par une belle équipe soutenue par un public extraordinaire. C'est le 20e titre de l'histoire. Mohamed Nairi, spécialiste des coups francs, a inscrit le 3e but pour le WAC à la 42e minute de jeu d'une frappe surpuissante. Le Wydad Casablanca continue son festival offensif juste avant le retour au vestiaire.
Zouer Moutaraji voit double. Le WAC mène 4-0 à la pause pour son retour à domicile dans un stade rénové. On est très heureux, c'est arrivé lors de notre dernier match à domicile, c'est magnifique. Le but de Reda Ejouj en fin de rencontre est anecdotique, victoire 4-1 sans appel du WAC qui met fin à 5 matchs sans victoire et savoure un 20e titre au bout d'une saison bien maîtrisée. Sachez également que le président de la Fédération internationale de football, l'Italo-Suisse Gianni Infantino, a été réélu pour un deuxième mandat jusqu'en 2023. Le vote a eu lieu à Paris lors du 69e congrès de la FIFA. Gianni Infantino était le seul candidat en lice. L'Égypte, qui accueille dans quelques jours la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, a de nouveau été visée par le terrorisme. 8 policiers ont été tués aujourd'hui dans une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. 3 autres membres des forces de sécurité ont été blessés. L'attaque a visé un barrage de police dans le nord de la péninsule du Sinaï. Et au Soudan voisin, la situation reste tendue et confuse après la mort de manifestants lundi dernier devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum. Le bilan de la dispersion d'un sit-in par les militaires a été revu à la hausse. Plus de 100 personnes ont été tuées. Le mouvement de contestation dénonce un massacre et rejette l'offre de dialogue lancée par le Conseil militaire de transition qui dirige le Soudan depuis la destitution du président Omar al-Bashir en avril dernier. Hind Ben Abdenbi. Dans les couloirs des urgences de cet hôpital à Khartoum, les blessés sont nombreux. Certains souffrent de légères blessures, d'autres luttent pour survivre. 2 jours après la dispersion musclée du sit-in qui a fait 60 morts et plus de 320 blessés, le chef des forces de soutien rapide soudanaises, Mohamed Hamdan Daglo, sort de son silence. Nous ne permettrons pas le chaos et nous ne reviendrons pas sur nos convictions. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous devons imposer le respect dans le pays, par la loi. De son côté, le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, fait volte-face moins de 24 heures après sa dernière déclaration annulant l'accord de transition. Il se dit aujourd'hui prêt à renouer le dialogue avec l'opposition. Nous, au sein du Conseil militaire, sommes ouverts à des négociations dans l'intérêt de la nation pour instaurer un pouvoir légitime qui reflète les ambitions de la révolution de tous les Soudanais. Cette main tendue du général en ce jour de Eid al-Fitr a été rejetée par une frange des contestataires, toujours déterminés à imposer le bras de fer avec les militaires. Et pour parler de la situation au Soudan, nous recevons le professeur Khalid Chegraoui. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment expliquer une répression aussi brutale alors qu'un dialogue politique était en cours entre les militaires et le mouvement de contestation ? Effectivement, il y a 2 lectures qui s'offrent à nous. La première, c'est qu'il y ait un mauvais contrôle ou pas du tout de contrôle de la part de la junte militaire d'un certain nombre de ces forces de sécurité et principalement les FSR, les forces d'intervention rapide, qui sont beaucoup plus liées à des milices et d'une force paramilitaire qui n'est pas vraiment totalement contrôlée et qui est beaucoup plus liée au chef Hamiti, qui est lui-même lié à un certain nombre d'agendas, principalement les rescapés d'El-Bashir et certains agendas de pays arabes, principalement du Golfe. La deuxième lecture, et qui est toujours en liaison avec cette première, c'est les relations avec certains pays arabes, du moment que ce soit Abdel Fattah Burhan ou Hamiti ont été en visite, que ce soit dans des pays d'Afrique du Nord ou des pays du Golfe, et il se peut qu'ils aient reçu un certain nombre de consignes afin de stopper ce processus de négociation. Surtout que la scène soudanaise a démontré une grande maturité, même de la part de certains militaires, afin de trouver une solution à ce problème. Et je pense que cette solution à la soudanaise a plus ou moins gêné un certain nombre d'agendas politiques qui ne veulent pas que ça contamine les processus qui sont en train de se mettre en place ces derniers temps, que ce soit en Afrique du Nord principalement et même parfois au Moyen-Orient. L'ONU a réclamé une enquête indépendante suite à ces violences. Les États-Unis ont également condamné les violences au Soudan. La Russie et la Chine expriment des positions divergentes concernant la question soudanaise au Conseil de sécurité. Assiste-t-on à une forme d'internationalisation du dossier soudanais ? Effectivement, il y a eu une discussion au niveau du Conseil de sécurité sur proposition principalement de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne d'un texte, d'une communication à propos de la question soudanaise où on a fait un appel à cesser les violences et de retourner aux négociations et surtout de respecter le passage du flambeau du pouvoir vers les militaires par une transition beaucoup plus sereine
et pacifique. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, même les militaires, il paraît qu'ils ont fait marche arrière et il y a même une déclaration d'un des pays les plus importants du Golfe, principalement l'Arabie Saoudite, qu'on dit plus ou moins qui soutenait les militaires, mais qui a aujourd'hui appelé à une cessation des violences et un retour à la case départ et principalement de négocier une solution beaucoup plus pacifique pour la question soudanaise. Je pense que la question, effectivement, elle est en train d'être internationalisée, principalement en touchant un certain nombre d'intérêts géopolitiques, que ce soit sur le plan occidental ou sur le plan oriental. L'opposition chinoise et russe peut s'expliquer par leurs contradictions avec le monde occidental, mais peut aussi s'expliquer par leurs intérêts géopolitiques, que ce soit au sein de la région africaine ou au sein des relations avec le monde arabe. Ce qui s'impose aujourd'hui, c'est qu'on comprend très mal quand même que certains pays du Golfe sont dans la même position que la Chine et la Russie, quand leurs alliés occidentaux sont à l'opposé de leurs décisions. Donc je pense que la question va avoir d'autres rondes en termes de négociation, mais ça ne va pas, à mon avis, pouvoir gérer cette question de manière à trouver une solution, du moment que l'essentiel, c'est de retourner à la table de négociation et de trouver une solution concertée, comme ce qui a été déclaré avant le lundi dernier. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour toutes ces explications. Un hommage est rendu au contingent marocain en République démocratique du Congo. Des soldats déployés dans le cadre de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Kananga, située au centre de la République démocratique du Congo. Le bataillon formant le contingent marocain a été décoré de médailles de mérite par la mission onusienne. Les Nations Unies qui célèbrent en ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement, une tradition depuis 1974. Le thème choisi cette année est celui de la pollution de l'air, un véritable fléau auquel sont exposées 9 personnes sur 10 à travers le monde. Hind Ben Abdenbi. 70% des villes de la planète ont connu une aggravation de la concentration des polluants de l'air entre 2010 et 2016. Un phénomène qui touche majoritairement les pays à revenus faibles et intermédiaires et qui fait de la pollution de l'air le thème de cette journée mondiale de l'environnement. C'est la Chine, premier pollueur mondial de l'atmosphère, qui a déterminé ce thème. Et pour cause, le pays est régulièrement confronté à d'importants épisodes de pollution atmosphérique qui étouffent ses habitants. Ces dernières années, les autorités chinoises ont multiplié les actions pour rendre les cités plus respirables. Depuis le début des efforts lancés par les Nations Unies pour remédier à ce problème, la Chine a été au premier plan. Entre 2013 et 2017, la Chine a réussi à améliorer la qualité de l'air dans le pays de plus de 50%. The air quality by more than 50%. Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 dans le monde sont exposées à des niveaux de polluants atmosphériques supérieurs au niveau de sécurité déterminé par l'Organisation mondiale de la santé. Une véritable crise qui demande des actions rapides et radicales, notamment en termes d'énergie renouvelable et de technologie verte. Aujourd'hui, aux États-Unis, le secteur d'emploi qui connaît la croissance la plus rapide n'est pas l'industrie du charbon, mais au contraire, celui de l'énergie solaire, puis l'énergie éolienne. Des métiers qui visent à lutter contre les différentes formes de pollution, dont celle de l'air qui cause en moyenne chaque année la mort prématurée de 7 millions de personnes dans le monde. Un fléau qui est devenu en quelques années la première source de mortalité dans la planète et qui impose des solutions urgentes pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons. Pour clôturer cette édition, direction la ville de Fès, où les boulangeries réalisent un chiffre d'affaires exceptionnel en cette période de fête. À l'occasion de Eid el-Fitr, les pâtissiers proposent biscuits à la fleur d'oranger, cornes de gazelle et gâteaux à base d'amandes pour répondre à la forte demande émanant de la clientèle. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El-Kouhen. Nous sommes dans les ateliers d'une chaîne de boulangerie-pâtisserie à Fès. En cette période de fête, l'effectif est renforcé. Les pâtissiers et leurs commis mettent les bouchées doubles pour régaler une clientèle de plus en plus exigeante. Ici, on ne lésine pas sur la qualité des produits utilisés. لا بيريود ديال العيد كيف تنعرفوا الجميع كيكثر الطلب بزاف على لي برودوي اللي هما بلدي بريستيج دونك حنايا كنحاولوا اننا نخدموا en même temps على لا كونتيتي et la qualité en vigueur.
Cornes de gazelle aux amandes, riba aux noix ou encore biscuits au chocolat et à la fleur d'oranger. Sur les étals et les vitrines, c'est le festival des saveurs et des couleurs. Ces petits délices sucrés sont très prisés à l'occasion de Eid al-Fitr. Ceux qui se vendent le plus pendant cette période, ce sont les gâteaux traditionnels, faits généralement à base d'amandes. Nous doublons presque la production pour couvrir toutes les commandes des clients. Je suis venu acheter ces gâteaux indispensables pendant les fêtes. Il y a une multitude de variétés et de choix. Pour recevoir les invités, les invités qui jouent là, donc on est obligé de bien les accueillir. À servir aux invités ou à offrir lors des visites familiales, les délices traditionnelles font partie des traditions culinaires marocaines. Une convivialité savoureuse à partager pendant les fêtes. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a accompli la prière de Eid al-Fitr à la mosquée Al-Fas au Mouchouar de Rabat. Le souverain était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismaïl. Sa Majesté le roi a également reçu les vœux en ce jour de fête. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Gharfaoui pour Al Masaïa. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée sur 2M.